Donc, comme je vous l'ai dit, je suis le fondateur de Fuzzing Labs. Mon but aujourd'hui... Ouh, bon, ça, c'est pas ma slide. Voilà, ça, c'est ma slide. Donc, c'est vous parler de comment sécuriser du code Rust en pratique. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer un peu... alors, je vais vous parler de fuzzing. Je sais pas, petit test. Combien d'entre vous savent qu'est-ce que le fuzzing? Ah, quand même. Ça, c'est cool. Ok. Combien d'entre vous utilisent l'IA merci. L'IA de manière générale pour coder sur du Rust? Ok. Combien d'entre vous utilisent l'IA pour coder, par exemple, des fuzzing harness, ou en tout cas toute la partie sécurité sur du Rust? Ah, voilà. Ok, parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, mauvais sens, je suis le fondateur de Fuzzing Labs. Pour l'historique rapide, je suis passé au ministère des Armées, j'ai bossé dans plein de choses, majoritairement sécurité offensive, analyse de malware, etc. Donc pour l'instant pas trop de Rust. J'ai commencé à faire du Rust, je pense en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Et c'est surtout à partir de 2019 où j'ai vraiment fait énormément de Rust, et notamment parce que j'ai commencé à publier pas mal de choses sur YouTube et en conférences internationales sur la sécurité du Rust, comment on faisait du fuzzing, comment on trouve des vulnérabilités, quel type de vulnérabilité, comment ça peut être impactant ou pas, et c'est vachement dépendant aussi de l'industrie et du type de code qui est écrit en Rust. Donc Fuzzing Labs, on est à peu près 25, la société a 5 ans, et en fait quand j'ai commencé à faire beaucoup de sécurité de Rust, j'étais en auto-entrepreneur, et j'ai créé Fuzzing Labs dans le but justement de commencer à faire plus de consulting. Et donc on a bossé avec énormément de fondations, j'ai donné énormément de training, alors vous avez quelques noms qui traînent, mais justement sur la sécurité du code Rust. Et notamment quand on faisait du consulting, nous on a fait énormément de consulting pour de la blockchain, et en l'occurrence pour des nœuds blockchain. Donc tout ce qui va être aussi bien des nœuds en tant que tels que des smart contracts écrits en Rust, etc. Et on a développé énormément d'outils et fait énormément d'outillage. Donc le talk d'aujourd'hui, le but c'est de vous parler de la sécurité de Rust, en l'occurrence du fait, alors on ne va pas forcément parler de la partie memory safety, parce que ça, voilà, c'est acté, Rust est memory safe, mais ça ne veut pas dire que le code, il n'y a pas de bug. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. On va parler de cas, comme on l'a dit, avec le cas de Cloudflare, que vous allez voir, qui est assez intéressant, parce que depuis 2019, j'essaye de faire comprendre qu'un panique n'est pas censé arriver dans du code, qu'un unwrap, il faut faire attention, etc., etc. Mais de toute évidence, il faut qu'il y ait la moitié d'Internet qui est shutdown pour que les gens commencent réellement à réaliser. Donc bon, c'est pas moi derrière, mais au moins ça a fait bouger un peu les choses. On va parler vite fait de fuzzing et aussi de comment vous devez utiliser l'IA, et justement encore plus maintenant. Donc, il y a plein de choses qui sont éliminées par le compiler, donc ça c'est top, notamment toute la partie memory safety. Donc par pitié, n'utilisez pas de unsafe, à moins que vous faites du FFI, mais autrement vous n'avez pas vraiment de légitimité à utiliser du unsafe. Le pire que j'ai pu voir, c'est les gens qui pensent qu'ils vont faire du unsafe pour injecter des lignes d'assembly parce que eux savent mieux faire de l'assembly que le compiler. Erreur. Encore plus quand le commentaire dit « Non, mais c'est sûr, il n'y a pas de bug là », alors qu'il y en a un bug énorme, mais ça c'est classique. Mais par contre, il y a toujours plein de choses qui sont possibles. En l'occurrence, les paniques, ça c'est le grand classique de Rust. Il y a plein de choses qui paniquent en Rust, donc ça on est très content quand ça arrive, quand on est en train de développer pour débugger. Le problème c'est quand ça arrive en prod. On a tout ce qui est arithmetic overflow, donc ça je vais vous en parler un peu plus en détail, mais un overflow, ça va vachement dépendre du flag du compiler que vous allez utiliser. Ça peut être complètement silent, comme ça peut être un panique. Donc c'est un peu les deux écoles, ça dépend quel flag vous avez mis. Et donc ça c'est un peu le genre de cas qui est vachement contextuel et qui peut être assez dévastateur si un autre développeur change la compilation pipeline et que vous ne l'avez pas vu. Et au final, tout ce qui pouvait être silent devient des paniques ou inversement. On va parler d'index out of bound, de l'init service, de bug logique aussi. Donc,
Ça, vous avez déjà tous dû le voir, et en l'occurrence, vous avez sans doute dû le voir en novembre 2025, parce que c'est le gros outage de Cloudflare. Donc le 18 novembre 2025, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de 500 erreurs est passé de... Alors, je ne sais plus comment on lit ce graphe, mais comme vous pouvez le voir, y a un pic. D'accord ? C'était pas censé arriver. Là, on est là. Voilà. Début du problème. Bam, explosion du nombre de 500 erreurs. Donc là, le gradient, c'est 26 millions de requêtes seconde. Requêtes secondes. 26 millions, on est d'accord. Donc voilà, là vous pouvez voir les débuts des problèmes, et encore, et ça pendant un bon moment. Donc pourquoi il y a eu ça ? Alors ça, un truc assez classique quand vous faites du thread, vous avez un erreur, enfin un panique dans un thread, vous dites bon, ok, ça va. Le détail un petit peu, je vous le fais rapide, parce qu'après on va le voir un peu plus détaillé, mais il y a eu un changement de permission, un changement d'un fichier de config interne. Ok, très bien. Ça a fait une query, ça a généré un fichier. Ce fichier, il a été propagé. Ça a généré un unwrap à un moment donné. Et après, ça a fait domino et ça a coupé la moitié d'Internet. Donc 3 heures de délai pendant où basiquement la plupart des sites derrière Cloudflare n'étaient pas disponibles. Et ça, c'est pas une RCE, c'est pas des Chinois, c'est pas des Russes, c'est pas une attaque super compliquée. C'est juste un mec qui a mis à jour une config et ça a généré un unwrap sur un result, ce qui fait un panique. Et voilà, en prod. Donc voici le coupable, juste là. Donc vous pourriez vous dire, bon, ça paraît plutôt propre, il y a des commentaires, ça fait un unwrap sur une config. La vérité, c'est qu'en plus, cette config, c'est une structure interne, donc considérée par les développeurs de Cloudflare comme trustée et interne. Donc, on pourrait se dire, bon, c'est safe, c'est généré avant, il n'y a pas trop de problème. Comme vous pouvez le voir, c'est un self-config feature name, donc c'est sur le nombre de features qui étaient dans le fichier de config. Donc si on regarde un peu plus en détail, en fait, donc il y a eu cette permission ClickHouse, qu'ils appellent leur truc en interne. Ils ont fait une query sans filtre, ça a retourné beaucoup de feature names. Toutes ces feature names, on est passé de 60 feature names dans le fichier à plus de 200, sauf que il y avait un max feature égale 200 dedans, dans le bot management. Vu qu'il y en a plus de 200, il n'est pas content. Il a fait un unwrap sur un result et donc ça a créé un panique. Et après, ça a fait enchaînement en cascade. Donc la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est quand il y a des inputs internes, ils ne sont pas safe. Considérez que peut-être qu'à un instant T dans votre codebase, ils le sont, mais possiblement cette codebase va évoluer. Possiblement, vous n'avez pas anticipé l'intégralité des use cases, et donc c'est pas parce que on va considérer que c'est une config interne qui est pas censée être modifiable, pas exposée à un attaquant, que déjà vous pouvez pas considérer qu'il n'y a pas un attaquant interne. Là, ça peut être une erreur d'un développeur, mais ça pourrait être très bien aussi volontaire. Donc ça, c'est un des premiers points. Et donc, il faut quand même anticiper et se dire, bon, autant être over-secure que under-secure. Donc, comme Cloudflare le dit dans son post-mortem, le hardening de l'ingestion de ce fichier de config généré par Cloudflare doit être en gros traité de la même manière que si c'était un input généré par l'utilisateur. Donc, moi qui fais du fuzzing depuis des années, enfin, je veux dire au point d'appeler ma boîte Fuzzing Labs, le fuzzing aurait clairement trouvé ça. Après, la question qui aurait pu se poser, c'est oui, mais faire du fuzzing d'un fichier de config sur un truc trusté, auto-généré, etc. Oui, mais comme je vous le dis, pas sûr que le générateur de config soit aussi stable et aussi propre dans le temps, alors que votre codebase est censé l'être. Donc, un problème de titre. C'est pas un cas isolé, ça il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est que Cloudflare ont fait un deuxième blog post quelques mois après, en avril, justement pour dire « Making Rust Worker Reliable », ce qui est un peu une blague quand ils ont shut down Internet
la moitié d'Internet, mais j'apprécie l'ironie de leur équipe. Et justement, ils parlaient de Panic on Wine, des exceptions en WebAssembly, donc les WebAssembly exceptions, et de différentes contributions upstream qu'ils voulaient faire pour améliorer cette partie-là et pour aider à détecter ce genre de bug. Donc en l'occurrence, la quote intéressante, c'est que pour les utilisateurs de Rust Worker, un panic c'est fatal, ça poison une instance, donc en gros ça va attaquer votre instance directement et possiblement breaker l'intégralité du worker sur une période de temps. Donc c'est ce qu'on appelle des bugs unsound, sous-entendu, l'impact est vachement dépendant du système. Donc ça peut être critique comme ça peut être bénin. Ça va vraiment dépendre de l'état de votre système et vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Et que un Rust, enfin en tout cas un panic, ça doit être traité correctement. Donc le panic on wine sur du WASM, ça c'est si vous faites du WebAssembly. Combien d'entre vous ont déjà touché à du WebAssembly? Ok, cool. Alors c'est intéressant parce que du WebAssembly, moi j'ai commencé à en faire en 2017, comme ça, quand c'est devenu un standard dans les navigateurs web. Je faisais du reversing, de la rétro-ingénierie de crypto-miner en WebAssembly. Donc c'était assez intéressant. Il n'y avait pas grand monde qui faisait du reverse de WebAssembly. Et donc au final, moi j'ai fait du WebAssembly en même temps que faire du Rust. Et l'évolution, je pense que WebAssembly n'aurait pas été ce qu'il est s'il n'y avait pas eu Rust derrière aussi pour pousser. Donc c'est cool de voir des gens qui font du WASM. Différentes choses, du set à board, re-entrancy guard, désolé. Et surtout, c'est le tooling. Moi, c'est plus le tooling qui m'intéresse, vous allez le voir juste après. Ce qui, pour moi, fait la force de Rust, et aussi d'un point de vue sécurité, parce que moi, c'est de là où je viens, c'est le fait que le tooling et la pipeline pour les développeurs est vraiment fantastique quand on vient d'autres langages. Alors moi, je suis pas du tout un aficionados du C et C++, donc moi, quand j'ai un cargo run, cargo add, etc., ça me va très bien. J'ai pas à toucher à un makefile ou quoi que ce soit, ou un cargo toml à la limite, mais sous-entendu, toute cette simplification de la toolchain, excusez-moi, du développeur Rust, on ne le pense pas assez, mais ça aide énormément la partie sécurité aussi. Vous allez le voir avec le fuzzing, c'est tellement simple de faire du fuzzing en Rust qu'il n'y a pas vraiment d'excuse de ne pas en faire, clairement. Donc là, typiquement, WASM-Bitgen et différents parseurs et différents outils qui ont été rajoutés et qui permettent de détecter ce genre de choses. Donc voici un peu un panel des bugs qu'on peut trouver sur du Rust, donc des unwrap, des panics, donc ça vous pouvez le trouver avec des regex, du cargo clippy, ce genre de choses. Forcément du fuzzing. Je vous ai mis des exemples. Alors il y en a certains, c'est des CVE que nous on a trouvé, des vulnérabilités qu'on a trouvées. Alors beaucoup dans tout ce qui va être parseur de fichiers, parce que j'adore les parseurs de fichiers. C'est toujours intéressant de voir à quoi ressemble un file format et surtout de voir à quel point les gens sont imaginatifs pour faire des file formats hyper compliqués pour des trucs hyper simples et que du fait que c'est très complexe, c'est souvent une grosse source de bugs. Donc tout ce qui va être parsing de XML, parsing il y a des trucs en blockchain aussi, des JPEG décodeurs, etc. Tout ce qui va être parsing d'images, vous allez le voir après, moi il y a une technique en particulier que j'adore qui est le differential fuzzing, et ça pour ça c'est plutôt top. Donc arithmetic overflow, pareil, Clippy avec du fuzzing. Comme vous pouvez le voir, une bonne partie des choses avec du fuzzing, ça marche bien. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les bugs logiques. Et en l'occurrence, il y a une technique qui s'appelle le differential fuzzing dont je vais vous parler. Ce qui est intéressant, alors je dis aucun de ces bugs n'est memory corruption à part la ligne du bas, j'ai un peu menti. Et il y a différents outils qui existent qui sont assez intéressants. Par exemple, vous avez Miri, qui est en fait un interpréteur de MIR et qui fait de la détection de vulnérabilité en faisant de l'émulation. Donc c'est assez cool. Donc le minimum vital pour si vous voulez faire de la sécurité en Rust, ça va être de faire du fuzzing. Et pour ça, l'outil de base, c'est CargoFuzz. Alors CargoFuzz, c'est en fait un wrapper sur LibFuzzer. Alors LibFuzzer,
officiellement n'est plus maintenu, mais c'est pas très grave. Il y a pas, les frameworks de fuzzing, en tout cas les engines de fuzzing, n'ont pas besoin d'être maintenus constamment pour être efficaces. C'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est Address Sanitizer. Donc Address Sanitizer, c'est quelque chose qu'on injecte au runtime, enfin à la compilation dans le binaire qu'on compile. Et en fait, ça va être un petit snippet de code qui lui va détecter toutes les allocations mémoire qui vont être faites. Et en fonction des allocations mémoire, il va mapper ça et déterminer, ok, tu essayes d'accéder à tel offset mémoire. En fait, cet offset mémoire, je ne l'ai jamais alloué nulle part. Donc, en fait, c'est un out of band. En fait, tu essayes d'accéder à un offset mémoire qui n'est pas alloué. Et donc, je panique. Je fais un panique pour te dire qu'il y a une vulnérabilité à cet endroit-là et que ce n'est pas censé arriver. Ça, c'est un peu le fonctionnement de comment ça se passe. Pour le petit rappel, donc le fuzzing, c'est une technique d'automatisation de recherche de vulnérabilité. L'idée, c'est d'envoyer un maximum de données aléatoires ou pseudo-aléatoires en entrée d'un programme et de regarder ce qui se passe. Donc idéalement, ça crache. Et si ça crache pas, idéalement, on trouve des moyens et on essaye d'aller plus loin. Ce qui est vraiment important pour moi de vous faire comprendre, peut-être d'un point de vue plus développeur, oui, le fuzzing permet de trouver des bugs, mais en fait, le fuzzing, c'est quand même une technique très simple pour vous générer un dataset, un corpus de tests unitaires en automatique. Vous n'avez pas besoin de pondre des centaines de milliers de lignes de tests unitaires. Vous pouvez très bien juste faire du fuzzing, faire ce petit snippet de code qui est juste là, donc ce qu'on appelle un fuzzing harness. Vous faites un fuzzing harness, vous le lancez pendant 1 heure, 2 heures, etc. Ça va générer des inputs. Ce corpus de fichiers, ce corpus d'input, il est stocké sur votre PC dans un dossier à part. Et en fait, vous pouvez juste replay ce corpus de fichiers. Donc vous pouvez très bien faire du fuzzing pendant 2 heures. Vous allez générer un certain nombre de fichiers qui va correspondre à une certaine partie du coverage de votre cible. Idéalement, ça ne crache pas. Si ça crache, vous corrigez. Et dans tous les cas, vous gardez ces fichiers, vous les mettez de côté, et en fait, vous le rajoutez dans votre pipeline de test unitaire. Exécuter 10 000 fichiers comme ça dans une pipeline de test unitaire, ça ne coûte rien. Et pour autant, c'est comme si vous faisiez du fuzzing avec un corpus qui a déjà été pré-généré. Donc ça, c'est quelque chose que les gens oublient assez souvent. Ils se disent juste, je n'ai pas besoin de faire du fuzzing parce que là, on n'est pas en phase, on va dire, d'audit intensive où on ne veut pas chercher de la vulnérabilité. Mais n'oubliez pas que le fuzzing peut être utilisé pour de la génération de tests unitaires, en quelque sorte. Donc vous n'avez pas trop d'excuses, hein, cargo install, cargo fuzz init, vous initialisez le dossier dans lequel va se passer le fuzzing, vous faites cargo fuzz add parse input, donc ça va créer une fonction, enfin un fichier parse input.rs avec déjà un template, et après vous avez juste à remplir ce qui va être dans la macro fuzz target. Et c'est à peu près tout. Après, vous faites cargo fuzz run et c'est parti. Et après, le fuzzer se lance et vous allez voir des choses. Et voilà. Et normalement, je mets ma main à couper que vous allez déjà pouvoir trouver des bugs dans pas mal de fichiers, en tout cas dans pas mal de fonctions de parsing. Et donc dans ce cas-là, votre priorité, c'est de focaliser sur les fonctions de parsing qui vont parser de la data externe. Donc typiquement, ce qu'on appelle user control. Donc un attaquant a accès à cette information, il peut vous l'envoyer peut-être via du réseau, via un fichier uploadé, via je ne sais pas. C'est typiquement ce fichier-là qui vous intéresse en particulier. Si après vous voulez aller un peu plus loin, et si vous êtes sur des cas un peu plus complexes, par exemple du protocole, etc., une technique que vous pouvez utiliser, ça s'appelle du structure aware fuzzing. Donc l'idée, c'est de définir vous-même la structure de ce que vous allez générer. Donc en l'occurrence, vous pouvez préciser, donc là par exemple sur une structure paquet avec une version, un flag, une payload, etc. Donc vous définissez à quoi va ressembler ce paquet réseau dans ce cas-là. Et à partir de ça, vous allez après demander au fuzzer de remplir cette structure à partir des informations que vous avez données. Donc il va remplir la structure, donc c'est d'où le derive arbitrary. Il va générer une run de fuzzing, il va générer de la data, il va remplir cette structure-là, il va l'exécuter.
et ainsi de suite. Donc ça, le gros avantage que vous allez avoir, c'est typiquement lorsque vous allez avoir des structures de paquets ou de fichiers peut-être un peu complexes. Imaginez par exemple qu'il y a un checksum. Si jamais vous faites du fuzzing sur un paquet et qu'en fait il y a 2 bytes, c'est le checksum, et qu'en fait votre fonction de décoding, la première chose qu'elle fait, c'est décoder est-ce que le checksum est correct. 99,9999% des cas, vous allez vous faire rejeter, vous allez fuzzer dans le vide, vous n'allez pas augmenter votre coverage parce qu'en fait, votre checksum, il y a quand même très peu de chances que votre fuzzer arrive à générer un checksum valide pour de la data random. Donc, vous êtes bloqué. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire ce genre de choses, ou ce que vous pouvez aussi très bien faire, c'est leverager sur les macros de Rust et dire, typiquement, la fonction de vérification de checksum, je la désactive si je suis en mode fuzzing. Et là, dans ce cas-là, c'est pas mal aussi. C'est une autre technique. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Et une technique que j'aime particulièrement, c'est le differential fuzzing. Donc le differential fuzzing, c'est l'idée où vous prenez 2 implémentations, 2 bouts de code qui est censé faire exactement la même chose. Par exemple, parser un PNG. Vous prenez 2 fonctions de parsing de PNG, et vous générez un input avec du fuzzing, vous le donnez à la première fonction, puis vous le donnez ce même input à une deuxième fonction et vous comparez les résultats. Donc déjà, vous pourrez juste de manière simple comparer est-ce que vous avez résulte OK dans les 2 cas, ou vous pouvez même aller plus loin et vérifier est-ce que la structure est la même, etc. Donc pourquoi le differential fuzzing est intéressant ? En fait, ça permet de trouver des bugs logiques. Ça permet de trouver des bugs d'implémentation ou de non-respect de la spécification de la librairie ou du protocole que vous êtes en train d'auditer. Donc moi, j'en ai fait énormément. En l'occurrence, j'en ai fait beaucoup pour la Ethereum Foundation. À un moment, j'ai eu un projet avec eux où je développais un differential fuzzer pour leur nœud Ethereum 2.0, donc ce qu'on appelle les nœuds de consensus. Et l'idée qu'on avait, c'était que ils ont plusieurs nœuds, plusieurs implémentations, une en Rust, une en Python, une en Go, etc. Et en fait, tous ces nœuds sont censés communiquer entre eux dans une blockchain, donc sur Ethereum. Ils sont tous censés communiquer entre eux. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils sont tous censés communiquer entre eux de la même manière et avoir le même résultat en sortie une fois qu'ils reçoivent par exemple une trame protocolaire ou un bloc de blockchain. Donc comme ils sont censés faire tous la même chose, je peux faire du differential fuzzing. Ce que ça implique, c'est que si jamais il y en a un qui fait des choses différentes, là c'est ce qu'on appelle un bug de consensus, et en fait ce que ça implique de manière opérationnelle sur la chaîne, c'est qu'en fait il va y avoir un split du network, ce qu'on appelle un fork du network. Il va y avoir une partie du network qui continue à faire ce qu'ils sont censés faire, et de l'autre côté, il y a tous les gens qui faisaient tourner, je sais pas moi, le nœud codé en Rust, qui va en fait être séparé parce qu'il ne va pas être capable de processer les blocs de la même manière, etc. Donc ça c'est hyper intéressant, et ça c'est pareil, vous pourriez vous dire oui mais il n'y a pas forcément 2 librairies qui font du decoding de PNG en Rust, et comme je vous le disais, moi je l'ai fait sur de la blockchain, et la raison pour laquelle j'ai fait ça, j'ai leveragé sur les FFI de Rust. Donc ça c'est aussi le gros avantage de Rust. Moi quand j'ai fait ça, il y avait une implème qui était en Rust, donc c'était mon implème majeure et c'est celle sur laquelle j'ai basé mon fuzzer que j'ai codé de zéro. Mais de l'autre côté, j'avais une implème en Go, donc j'ai fait des FFI. J'avais une implème en Python, bon là c'était un peu plus custom. C'était pas pire que du... on avait quoi d'autre ? On avait du Java. Alors ça c'était aussi compliqué de faire du FFI Java à Rust. Mais bref, ça se fait. Bon, en tout cas, autrement, il y a des astuces. Et en faisant ça, j'ai trouvé, je crois, une 50aine de bugs critiques dans les implémentations de Ethereum. Et après, je l'ai fait aussi pour d'autres choses. Je l'ai fait beaucoup sur du WebAssembly, justement, sur du differential fuzzing de parsing de WebAssembly, que ce soit le binaire WebAssembly ou que ce soit le WAST, la version textuelle. Donc beaucoup de fuzzing sur ça, et aussi beaucoup de fuzzing sur les WebAssembly Engine. Donc ça, vous pouvez retrouver, j'ai fait pas mal de conférences là-dessus, et il y a aussi un projet open source qui était sorti. Et donc là, pareil, quand on veut fuzzer un WebAssembly Engine, en fait, dans un WebAssembly Engine, vous avez à la fois
la première partie qui est la partie de parsing, on va dire décoding, parsing, vérification, et après vous avez le runtime, etc. En fait, toutes ces phases-là, si vous faites du fuzzing de manière non intelligente, vous allez tout le temps rester bloqué à la validation du WebAssembly module, qui est très strict et très cadré, et donc vous avez envie aussi de générer des WebAssembly modules un peu plus évolués, et après trouver des bugs logiques. Donc, une fois que vous allez faire votre fuzzing, la question qui va se poser, c'est ok, mais j'ai 200 crashs, 200 000 crashs, comment je fais ça, l'avantage, c'est quand même les frameworks de fuzzing aident beaucoup. Encore plus sur du Rust, on a quand même beaucoup de symboles de debug. On a une vision très claire de qu'est-ce qui ne va pas et comment. Mais imaginons que vous avez 10 000 crashs, une première étape, ça va être de faire du bucketing. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il va falloir que vous fixiez les bugs le plus vite possible. Sous-entendu, vous vous dites, je trouve un bug. Pendant que je trouve ce bug-là, je laisse tourner le fuzzer et vous bossez vraiment en parallèle avec votre fuzzer. Vous fixez le bug, vous recompilez, vous relancez le fuzzer. Parce que ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que vous avez peut-être trigger un bug à un instant T assez proche dans votre code base, on va dire au début de votre flow de la fonction, mais qu'une fois que vous l'aurez patché, en fait, il y en a un peu plus profondément et vous allez les trouver comme ça au fur et à mesure. Donc, très important de faire cette partie-là. Pas oublier d'utiliser la Rust Backtrace, vous pouvez automatiser tout ça, et maintenant avec l'IA, c'est encore plus facile, donc vous n'avez pas vraiment d'excuses. D'où la partie, le fuzzing manuel ne scale pas, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles, donc, comme je vous le disais, on a fait beaucoup de fuzzing pour plein de gens, plein de niveaux différents, plein de, on va dire, de code base différentes. Le principal problème qu'on a eu, c'est qu'on nous demandait de faire du fuzzing et de la recherche de vulnérabilité et d'auditer le code à un instant T, mais qu'après, les développeurs ne faisaient pas forcément tourner ça, on va dire, dans la suite, et ils nous appelaient peut-être pas forcément tous les ans pour faire des audits. Donc nous, on a toujours fait en sorte qu'à chaque fois qu'on faisait une mission d'audit pour eux, qu'on fournissait les fuzzing harness, qu'on fournissait toute la pipeline à intégrer dans la CI/CD pour que justement ils puissent réutiliser tout ça. Donc l'ennui, c'est que le fuzzing manuel en tant que tel, ça ne scale pas. On va dire faire des fuzzing harness, moi je fais ça depuis des années, ça prend un certain temps, etc. Donc ça ne scale pas. L'avantage maintenant, c'est qu'avec l'IA, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez tout de suite lui dire, ok, fais un fuzzing harness, identifie à partir de ma code base, identifie mon threat model, donc quels sont les points d'entrée de mon application qui sont les plus exposés à un attaquant et qui vont gérer de la data untrustée. Et à partir de ça, on focus, on définit les fonctions intéressantes à faire, vous lui demandez de faire le fuzzing, il le fait, etc. Et vous pouvez avancer énormément comme ça. Donc là où l'IA excelle, ça va être vraiment sur la génération de fuzzing harness. Vous avez vu le snippet de code d'avant, ça n'a rien de très compliqué. Lui, des data structures, etc., générer du code, ils sont très bons maintenant. Donc ça, il n'y a aucun problème. Tout ce qui va être bucketing, justement, quand vous allez avoir du fuzzing, quand vous allez avoir des crashs, vous allez avoir des stack traces, c'est des fichiers. Il peut les lire, il peut déterminer en fonction de la stack trace que, ok, ça a l'air d'être un panique, ça c'est tel bug, etc. Il peut faire tout ça en automatique, aucun problème. Tout ce qui va être réduction de POC, minimisation, j'en ai pas parlé juste avant, mais à tous les coups, vous allez avoir un input possiblement très long, parce que généré en automatique, qui va trigger un crash. Vous voulez aussi peut-être le minimiser, c'est-à-dire avoir peut-être que quelques bytes qui permettent de trigger ce bug. Là, dans ce cas-là, pareil, ça c'est des choses qu'il est capable de faire. Et de manière plus pragmatique, juste éviter les patterns dangereux. Vous pouvez très bien mettre dans votre cloud.md ou autre qu'il y a certains patterns que vous ne voulez pas voir du tout dans votre code base pour ne pas faire une nouvelle Cloudflare. Ce que l'IA ne fait pas, l'IA connaît les bugs sur lesquels elle a eu de la documentation et qui est connue. Donc l'ennui, ça va être de trouver des patterns qui ne sont pas connus. Et typiquement, peut-être des types de bugs qui vont être très contextuels par rapport à votre application. Donc ça va être le principal problème. Les bugs logiques, remplacer le fuzzer, ça ne va pas le remplacer, il faut que vous utilisez un fuzzer, il faut vraiment que vous travaillez avec lui.
Donc typiquement pour l'architecture du fuzzing sur du Rust, bah, vous avez votre code, vous faites de l'analyse statique avec des agents, etc. Pas de souci, vous lui demandez de générer des fuzzing harness, il vous les fait, vous lui demandez de les intégrer dans votre pipeline de CI/CD, vous lancez du fuzzing, vous faites du triage et bah, vous avez plein de bugs qui sont patchés et vous êtes content. Et ça, c'est top. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. C'est le Rust, oui, c'est memory saved, mais ça élimine pas les bugs logiques et les paniques. Donc ça, c'est important. Du fuzzing, c'est indispensable. Il n'y a pas trop de débat. Voyez-le comme une manière additionnelle de faire des tests unitaires. Le differential fuzzing, particulièrement intéressant pour les bugs logiques si vous avez plusieurs implémentations. Et dites-vous que vous avez forcément d'autres implémentations dans d'autres langages. L'IA est là pour vous accélérer et mettez du fuzzing dès le jour 1 dans votre CI. Voilà, quelques ressources si vous voulez aller plus loin. Et je vous remercie. Hop, je vous laisse ça. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on parte en pause ? Alors d'abord, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question qui est un peu naïve sur la question du fuzzing. C'est une question de couverture au niveau du fuzzing. Est-ce que dans ton retour d'expérience, à quel moment on peut se dire j'ai assez d'input pour pouvoir me dire c'est bon, je suis tranquille, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vient avec je dirais la répétition du fuzzing justement sur une base de code existante? Alors la règle, c'est vous n'aurez jamais 100% de coverage, peu importe, parce que 100% de coverage, faudrait le faire sur plein de runs différents, sur plein d'options possibles de votre code. Il y a des choses qui sont incompatibles les unes avec les autres, etc. Donc avoir 100%, c'est pas possible. À quel moment on est satisfait? Moi, je le fais plus. Faut vraiment le faire en mode combien de temps vous avez d'alloué à faire ça. Sous-entendu, combien de temps tu mettrais à améliorer tes tests unitaires. Peut-être tu vas me dire, bah, je vais allouer sur, je sais pas moi, 6 mois de développement, je vais allouer 2-3 semaines pour faire des tests unitaires bien testés, etc. Dans ce cas-là, pareil, moi je vois vraiment le fuzzing comme quelque chose de parallèle. C'est en parallèle de faire des tests unitaires, tu fais du fuzzing parce qu'en fait le fuzzing harness c'est littéralement le même, ça va être la même fonction que ta fonction de test unitaire la plupart du temps, donc tu vas juste la wrapper un petit peu mais c'est à peu près tout. Tu le laisses de ton côté, toi tu prends tes tests unitaires par rapport à ta spec, par rapport à des choses que tu veux absolument tester, qui de toute façon sont aussi des inputs qui sont intéressants à donner au fuzzer, parce que c'est ce qu'on appelle le corpus de début du fuzzer. Donc dans tous les cas, le travail est le même, c'est prendre des inputs qu'on connaît qui sont intéressants. Dans un cas, on va nous-mêmes écrire les snippets de tests unitaires, donc ArgoTest, ou autrement, on les met aussi dans un fichier et on les donne à disposition au fuzzer et on le laisse tourner dans son coin. Et pareil, pour moi, la vraie force du fuzzing, c'est aussi le fait que tous les fichiers qu'il va générer sont au final des tests unitaires. Et ils sont là, c'est peut-être 10 000 fichiers, mais ça ne représente rien du tout. Et même si on l'intègre dans une pipeline de CI/CD et qu'à chaque commit, ça tourne, c'est totalement négligeable. Donc est-ce qu'il y a un coverage parfait? Non. Je dirais l'idéal est d'avoir un maximum de coverage sur les fonctions les plus critiques et les plus exposées. C'est plus ça qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment mon threat model, mon application, c'est quoi ces points les plus exposés par l'utilisateur? Et dans ce cas-là, je peux me dire, ok, je veux avoir au moins 60 ou 70% de coverage dans cette fonction-là, parce que c'est celle-là qui va être exposée. Et aussi, ça vous permet aussi de faire le jeu de pensée de c'est quoi le risque de mon application. Si ce composant-là, un panique, ça implique quoi pour mon application? Donc ça, c'est aussi les questions importantes à se poser. Ok, je te remercie. Donc en fait, faut identifier les points risques en amont pour pouvoir déterminer ce qu'on veut couvrir. Ouais, complètement. Ouais, ça c'est souvent quelque chose que, alors c'est plus les développeurs classiques qui sont moins en cyber ne font pas. C'est tu vas pas te mettre dans la peau d'un attaquant. Tu vas dire je fais mes tests unitaires pour vérifier, pour pas avoir des bugs que je vais devoir me taper à corriger plus tard. Voilà. Plus je me dis je fixe les bugs comme ça j'aurai pas à les patcher plus tard. Là, il faut que vous dites, c'est un peu la même chose. Vous réfléchissez d'un point de vue attaquant, c'est quoi ce qui est à risque, et au final, vous vous dites aussi, bah, le fuzzer, il va trouver des bugs que possiblement je vais me taper plus tard, donc c'est un peu mon meilleur ami. Et maintenant,
D'où la partie sur l'IA. Vous n'avez plus trop d'excuses d'avoir un Claude Code qui nous tourne dans un coin et vous lui dites, t'es mon expert en fuzzing, tu vas m'aider sur les tests unitaires, génère-moi les tests unitaires, fais du fuzzing, fais ta popote de ton côté et reviens me voir quand tu as des bugs intéressants ou tu sais pas les patcher. Merci beaucoup. Je suis désolé, on a pris un peu de retard. Du coup, si vous avez d'autres questions pour Patrick, ça sera pendant la pause, avec grand plaisir. Et on revient pour 11h25 pour le prochain talk. Merci à tous et à toutes.